bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus en présentiel et à distance. On a le plaisir de recevoir Caroline ce soir, qui est notamment élue à la mairie d'Angers et puis qui est ancienne aussi de l'EGE. Donc c'est toujours un plaisir de recevoir des anciens qui reviennent partager leur savoir et leur retour d'expérience sur de beaux sujets. Donc ce soir, on traite du retour sur la cyberattaque qui a eu lieu donc à la mairie d'Angers. L'idée, c'est de donner un peu un cas concret, de démystifier un peu ce qu'on peut voir parfois. Enfin, on voit beaucoup d'actualités sur ces sujets, les différentes attaques, que ce soit les collectivités, les entreprises, etc. Mais on a peu de retours concrètement sur le terrain, comment ça se traduit, ce que ça donne et quels sont les impacts. Et donc, l'objectif de la conférence de ce soir, c'est de vous aiguiller un peu sur à quoi ça ressemble de vivre ce type de crise de l'intérieur. Donc, je te laisse la parole et merci beaucoup d'être venu. Mais merci de l'invitation, c'est un plaisir. Donc moi, je n'ai pas de compétences techniques, donc ça va vraiment être le retour usagé sur sur la manière dont les choses se sont déroulées. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez ce que vous faisiez dans la nuit du 15 au 16 janvier. Moi, je ne m'en rappelle pas, mais en revanche, il y en a quelques-uns, on sait bien ce qu'ils ont fait. Donc, ils se sont connectés à un ordinateur de la ville, depuis une adresse IP dont on sait juste qu'elle est hors de France, mais pour laquelle on n'a pas eu de retour d'infos complémentaires. Et dans le courant de la nuit, en fait, ils ont commencé par cartographier le système d'information, une fois qu'ils sont rentrés dedans, et ensuite, ils ont réussi à élever les privilèges de l'ordinateur dans lequel ils étaient rentrés pour atteindre un compte administrateur du domaine. À partir de là, ils ont été chez eux, et donc à 6 h du matin, l'attaque proprement dite a été déclenchée. Ils ont utilisé une liste de machines à attaquer. On a comptabilisé 200 PC clients et 330 serveurs Windows. Probablement toutes les machines Windows qui étaient restées allumées pendant la nuit. Ils ont évidemment copié un code malveillant sur toutes les machines et ils ont déclenché le logiciel. A priori, toutes les actions ont été déclenchées manuellement. Il n'y a aucune trace d'attaque vers d'autres systèmes et aucun rebond vers l'extérieur, et il n'y a pas eu d'exfiltration de données. Ça, c'était aussi notre inquiétude dès qu'on a été au courant. Alors, ça se passe dans la nuit du vendredi au samedi. Le samedi à 9 h, la mairie d'Angers, qui est une grande ville de 150 000 habitants, elle est ouverte. Donc, les agents sont arrivés, rien ne fonctionnait. Plus d'informatique, plus rien. Donc, à partir de là, ça a été l'adaptation. À la fois parce que, comme on parle d'une collectivité locale, on n'est pas une entreprise privée, on a une obligation de continuité du service public. Donc, petit message aux hackers, ça ne sert à rien d'attaquer des collectivités locales parce que par nature, on ne peut pas payer. Que par ailleurs, ça pose d'autres problèmes. Je reviendrai sur le pourquoi on ne peut pas payer, sur la logique de rançongiciel. Mais donc, il y a eu à la fois l'organisation très rapide dans la journée du samedi de la mise en place de la continuité du service public et d'autre part, la mise en place évidemment d'une cellule de crise pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et de mettre en place les outils pour contrer. Donc, il y a eu une première cellule de crise stratégique, enfin, il y a une cellule de crise en 3 niveaux en fait qui s'est mise en place. Une cellule de crise stratégique avec le maire et le premier adjoint pour la partie élue, le directeur général des services et tous les directeurs généraux adjoints de la ville d'Angers. Le responsable du pôle ressources internes, parce que pour les agents, ça avait un impact colossal sur l'organisation du travail. J'y reviendrai tout à l'heure dans l'exemple, si on a 5 minutes, sur comment notamment le service de l'état civil et toute la direction qui chez nous s'appelle direction de relations à l'usager, donc état civil, déclaration, enfin naissance, décès, inscription, centre de loisirs. En plus, j'y reviendrai, mais on était dans une période de grosses inscriptions. Donc voilà, merdier colossal. Et évidemment, des SI, RSSI qui se sont réunis pendant les 3 premières semaines, tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, pour faire le point sur l'évolution. Il y avait une autre cellule de crise plus décisionnelle, avec notamment plus responsables juridiques comme internes comme externes. Et puis, c'est des cellules opérationnelles qui ont été activées rapidement. Et puis, dès le premier jour, on a appelé l'ANSSI, parce que sinon ça aurait été un peu plus compliqué, sur les démarches à suivre. Et puis, on a mis en place une AMO avec un prestataire spécialisé qui était Wavestone, en ce qui nous concerne, pour accompagner la collectivité à la fois dans la gestion de crise et dans la remédiation pour le système d'information.
Donc, on a essayé de maintenir les services ouverts au public autant qu'on a pu. Ça veut dire que les agents travaillaient uniquement avec du papier. C'est-à-dire qu'il y a eu la recherche qui avait fait quoi, d'où ça venait. Alors en fait, on a basculé le mail de réclamation de rançon très rapidement à l'ANSSI et ça a été complètement détaché de la gestion quotidienne de ce que nous, on a vécu. Je veux dire, on ne s'en est pas occupé. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'on ne pouvait pas payer. Ben non, parce qu'on est une collectivité. C'est de l'argent public, donc je ne sais pas à quel moment un trésorier payeur général laisse passer une mise en paiement de rançon pour un hacker. Je pense que ça n'existe pas, ça n'est pas inscrit dans les logiques. Et après, en fait, derrière, ça a été comment, avec tous les partenaires avec lesquels une ville travaille chaque jour, il a fallu recréer des modes de travail. C'est-à-dire qu'il a fallu que la préfecture accepte que toutes les délibérations, tous les documents qu'on leur transmet quotidiennement et qui passent au contrôle des légalités, puisque vous savez que toutes les décisions d'une collectivité sont soumises à un visa de la préfecture et ne sont en fait enregistrées qu'après ce visa, même quand elles ont été votées par l'Assemblée municipale. Donc, le contrôle de légalité qui s'est fait en format papier, et puis la transmission et le traitement des mandats de paiement aussi en mode papier auprès de la trésorerie municipale, puisqu'encore une fois, tout ce qui est la partie gestion financière, trésorerie est un service à part, sous l'autorité conjointe avec l'État. On s'est appuyé sur les autres collectivités locales de l'agglo, c'est-à-dire les autres mairies qui, elles, avaient encore des systèmes informatiques qui fonctionnaient. On s'est appuyé sur les sociétés d'économie mixte et sur tous les satellites de la ville qui avaient encore des systèmes informatiques qui fonctionnaient. Mais très concrètement, la ville d'Angers, c'est 200 logiciels métiers qui tournent tous les jours, que ça aille de ma direction sur l'éducation enfance pour comptabiliser les enfants qui arrivent dans les crèches le matin, qui en repartent le midi, ceux qui sont inscrits à la cantine, ou que ce soit le service de gestion et d'assainissement des eaux usées, il n'y avait plus rien. Donc c'était assez complexe. On a réussi, en sollicitant une dizaine d'organismes satellites, à récupérer 50 postes informatiques qu'ils ont pu nous mettre à disposition pour que nos agents puissent basiquement aller avoir accès à leur boîte mail et à certains éléments. Bien évidemment, pendant ce temps-là, il n'y avait absolument plus aucun accès au serveur. Tout était strictement verrouillé dans un premier temps. Donc, je reviendrai après peut-être sur la mise en place, sur le retour de mise en œuvre. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir comment ça s'est passé. Un petit focus sur la com. On a tout de suite dit ce qui se passait au public. C'est-à-dire que la ville a directement communiqué en disant « Nous sommes victimes d'une cyberattaque, tous les services sont neutralisés, le site internet n'existe plus, n'essayez pas de nous contacter par mail parce qu'on ne les verra pas, etc. » Donc, on les a invités. Du coup, ça fait exploser le standard qui n'en était plus un. Enfin, il n'y avait plus de logiciel de gestion des appels. Du coup, on était vraiment en mode standard, transmission des communications, et puis c'était tout. Donc, il a fallu repositionner des agents, etc. Ça aussi, ça a été compliqué. On a envoyé un courrier spécifique pour informer tout le monde. Et puis, on a fait... il y avait des réunions quotidiennes au début, et puis toutes les semaines, assez rapidement, avec tous les directeurs pour faire descendre l'info. Donc, sur la première semaine, mise en place de 50 postes bureautiques dans les organismes associés, appui sur les communes et les mesures de soutien, préfecture et trésorerie qui nous ont laissé fonctionner. En semaine 2, ça c'était très drôle, on a tenté de relancer l'intranet. On a commencé à extraire les fichiers, les documents prioritaires. Je pense aux documents budgétaires, je pense au plan local d'urbanisme, parce que ça voulait dire que toutes les personnes qui avaient des travaux en cours, qui attendaient des retours sur des permis de construire, sur des documents de cet ordre-là, ne les obtenaient pas. Ensuite, on a eu en semaine 4, redémarrage des sites internet de la ville et de l'agglo. En semaine 5, au bonheur, on a redémarré 1000 postes. Alors 1000 postes, sachant que la ville d'Angers, c'est 4000 agents. Donc 1000 postes informatiques. Et aujourd'hui, 6 mois après, j'ai 15 crèches. Je n'ai que 3 crèches qui peuvent
se connecter depuis leur bâtiment au serveur. Les autres ne peuvent pas, ce qui veut dire que les directrices de crèche, pour enregistrer les enfants, viennent sur le site de la mairie centrale. Enfin, ça a généré des déplacements en permanence pour tous les agents supplémentaires. Plus rien n'était possible à distance. Et alors, ce qui était marrant, c'était de voir les plus anciennes des assistantes, notamment, qui, elles, avaient commencé à travailler en mode papier, donc qui ont repris des habitudes qu'elles avaient eues. Et alors, leurs collègues plus jeunes, qui n'ont connu que le mail et l'agenda informatique, et qui étaient en panique totale. Donc, on a vu fleurir des post-it de plein de couleurs. Je pense que le post-it a fait son mois avec la ville d'Angers. On en avait partout. On en avait à l'accueil, parce que pareil, on a un logiciel de distribution de tickets puis qui flèche sur les guichets. Vous savez, les trucs qui s'allument, là, les petits pop-up, guichet 100, hein, etc. Bon, évidemment, ça ne marchait pas. Donc, on fléchait les gens en fonction des besoins. On avait recréé une borne d'accueil spécifique, etc. Et au bout d'un mois et demi, sur 200 logiciels métiers, on en avait 50 qui avaient déjà repris. Ce qui, en fait, d'après ce que nous disait l'ANSSI, est plutôt un bon score. Dans semaine 7, on n'en avait que 60 et aujourd'hui, on ne les a toujours pas tous. Donc, je ne sais plus exactement à combien on en est. Mais aujourd'hui, on est en mode, si on est sur un ordinateur fixe, on peut avoir accès au serveur et au dossier. Mais mais on n'a pas accès à Internet. C'est toujours décorrélé. Et en revanche, depuis les ordinateurs portables, on a accès à Internet, mais on n'a donc pas accès au serveur. Donc, en ce moment, on est quand même dans la phase de reconstruction du système d'information. L'avantage, c'est que heureusement, on avait des sauvegardes quotidiennes. Donc, quand ils ont attaqué, la sauvegarde était finie depuis 4 ou 5 heures. Et on était au plein milieu de la nuit, il ne s'était rien passé. Donc, on n'a pas perdu de données, strictement parlant. En revanche, on a un peu de mal à y accéder, pour dire la vérité. Donc voilà pour le grand schéma de la cyberattaque. Après, je peux faire un point donc, sur la direction relation à l'usager, mais après, moi je suis plus à l'aise si on est en mode questions-réponses. Donc s'il y a déjà quelques questions, moi je suis preneuse. Il y a déjà quelques questions en ligne, mais je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Sinon, il y avait des questions. Bon, alors, sur les sauvegardes, ça a été répondu. Et une autre notamment sur le PCA. Donc, est-ce qu'il y avait un plan de continuité d'activité qui avait été réalisé en amont, qui a pu du coup être activé par la ville ou pas? Il y avait déjà des briques, j'allais dire, de choses qui étaient mises en place. Mais en fait, on était en train d'écrire la doctrine de sécurité informatique. Ouais. Voilà. Et c'est arrivé. Donc non, ça s'est véritablement croisé en termes de timing. C'était pas le meilleur moment. Et on nous demande aussi quel était le montant de la rançon. Je ne le sais pas. Ok. Et d'ailleurs, j'imagine que l'ANSSI l'assume, mais en fait, on a reçu le mail crypté avec la demande de rançon qu'on a basculé. Donc, et après, ça a été transféré. Ça a été transféré, en fait. Et on nous pose une question aussi sur les démarches vis-à-vis de la CNIL. Parce que là, donc, il y avait, on parlait du fait que alors, la CNIL, c'est encore particulier, parce que là, on n'est pas spécialement sur une fuite de données. Non, il n'y en a pas eu. Donc, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu d'extraction de données. Okay. Ça faisait partie des premières infos qu'on a eues, qui nous ont rassurés, parce qu'évidemment, on a de la donnée. Alors, on n'a pas des données aussi sensibles qu'un hôpital qui va se faire attaquer, etc. Mais on a quand même beaucoup de données. Après, encore une fois, je comprends pas bien la démarche de l'hacker parce qu'on a de la donnée qui n'est pas hyper sensible, en fait, dont une partie est publique. Typiquement, la liste électorale, si vous la voulez, avec les noms, les dates de naissance des gens et les mails, en fait, vous pouvez aller la chercher. Donc, pas un intérêt colossal. Et quant à la capacité à payer la rançon, elle est effectivement inexistante. Donc, pas une très bonne idée. Bon, après, ça fait parler, parce que comme effectivement, ça interfère avec la vie quotidienne des gens dans 1000 domaines différents, de la déclaration de naissance au permis de construire, en passant par l'inscription à la crèche ou la demande d'état civil. Si je reprends la note que m'a fait la DIRUS, c'est assez impressionnant. Je veux dire, pour avoir des extraits de naissance, de mariage, tous les actes d'état civil dont vous pouvez avoir besoin, tout est numérisé, nous, maintenant. Donc, en fait, normalement, ils se connectent, ils vont chercher l'acte, c'est extrait, c'est produit, c'est renvoyé par mail à la personne qui demande. Là, ils sont allés manipuler, et alors nos registres d'état civil sont d'énormes classeurs, chacun pèse une dizaine de kilos. Donc, en fait, très vite, on s'est retrouvé
le matin, on a mis en place un atelier d'éveil musculaire pour les agents, parce qu'en fait, au bout de 3 jours, on avait des agents qui avaient mal partout, parce que c'est plus leur métier. Puis on voit à quel point, justement, les métiers ont complètement changé et que la dimension physique en a disparu pour une partie d'entre eux. Et là, elle est revenue de manière un peu brutale, et ça a été assez impressionnant. Vous êtes aperçu que vous avez été attaqué, vous avez un ordinateur et ça ne marchait pas, ou alors vous aviez des outils informatiques qui vous disaient qu'il y a un compte qui a été créé sur un PC où il n'aurait pas été créé. Ça ne marchait pas. Du coup, la direction des services informatiques de la ville a été sollicitée et s'est très vite rendu compte de l'intrusion. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont mis en place effectivement un plan de sauvegarde, justement, où ils ont interdit à quiconque d'allumer son ordinateur, d'accéder à sa boîte mail. L'info a très vite circulé en disant « vous ne touchez plus à rien ». On ne sait pas exactement justement ce qui s'est passé, qui est rentré, qui a fait quoi. Et donc, effectivement, les premières infos sur l'absence d'extraction de données et le fait que, dans la mesure où bien qu'étant rentrés dans notre architecture, ils n'avaient pas réussi quand même à en extraire d'éléments, on était plutôt rassurés. Donc après, on a tous très sagement regardé nos ordinateurs en n'osant pas les toucher. Et il y a une question intéressante aussi qui est posée en ligne, qui est comment a été choisi le prestataire? Est-ce que c'est la mairie qui travaillait déjà avec? Est-ce que c'est l'ANSSI qui l'a recommandé? Est-ce que c'est... Je pense que c'est l'ANSSI qui l'a recommandé, puisque très rapidement, on a été accompagné par eux et soutenu par l'ANSSI. Très bien. Est-ce que tu avais d'autres éléments sur le service ou on a encore quelques... Ouais. Quel a été l'impact pour le maire? Quel a été l'impact pour le maire et son mandat? Aucun impact dans la mesure... Enfin, aucun impact. On a eu des gens extrêmement mécontents. Si, parce que... Attends, je recherche juste ce petit bloc-là sur lequel je veux revenir parce qu'il était intéressant. On mesure depuis, j'allais dire, la fin du confinement. Et en janvier, on était déjà dans cette période-là. On n'avait pas vécu le reconfinement, mais c'était déjà... Bref. On mesure un seuil de tolérance du citoyen qui est un peu plus bas qu'en temps normal. Les gens sont plus facilement... Enfin, je pense que tout le monde est fatigué, irrité, irritable. La relation est un peu plus tendue. Donc là, d'un seul coup, avoir à gérer un accueil des publics, de tous les publics, avec leurs demandes spécifiques et à qui il fallait expliquer que non, il y avait une cyberattaque. Et c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est aussi pour ça que ça m'intéressait de venir témoigner, parce que quand on dit une cyberattaque, ok, les gens se disent, ouais, ils ont verrouillé 3 ordinateurs, il n'y a pas de drame. Puis en fait, ça a totalement paralysé la collectivité. Et on a réussi à assurer cette continuité du service public que grâce aux agents, aux hommes et aux femmes qui étaient là. Donc l'impact pour le maire, j'allais dire, il n'y en a pas eu, dans la mesure où justement les agents ont fait un travail de super qualité. Ils se sont pleinement investis, ils ont changé de mission, ils sont allés faire de l'accueil ou soulever des trucs de 10 kilos. Et puis encore une fois, on a choisi de communiquer tout de suite. Et je pense que c'était le bon choix. Je comprends pourquoi certaines entreprises n'évoquent pas les attaques quand ils en sont victimes. Pour une collectivité, ça me semble être le b.a.-ba de la démarche d'en parler tout de suite. Et parce que sinon, comment vous justifiez le fait de ne pas être capable d'accueillir les gens correctement? Mais on était dans une période en fait, où on avait les inscriptions en ligne pour la vaccination. Donc, ça ne marchait plus. On avait mis en place un plan isolement avec des contacts par mail ou par téléphone pour les gens seuls ou qui se sentaient en détresse, qui ont encore plus appelé. On était donc face effectivement à cette incompréhension des usagers qui venaient en frontal et qui ne comprenaient pas du tout pourquoi l'impact, enfin, le lien entre la cyberattaque et le refus qu'on leur opposait à leur demande. On a eu une augmentation de 10 à 15% des appels téléphoniques en plus. Donc, ça ne semble pas un pourcentage énorme, mais en fait, on a déjà un standard qui tourne sans arrêt. Donc, à 10% de plus, il était prêt d'exploser. Et puis, il y a une logique dans la vie des collectivités de saisonnalité des prestations, des services. Et là, en l'occurrence, on était théoriquement à l'ouverture des inscriptions, et ça, c'était ma direction qui les gérait, pour les vacances scolaires.
Ça devait ouvrir le 1er février. L'attaque ayant eu lieu dans la nuit du 15 au 16 janvier, on était très très bien. Donc, il y a une question dans la salle sur l'inscription pour les accueils de loisirs. Donc, on a pu, petite incise, on a pu continuer à délivrer les titres d'identité, parce que ça, ce n'est pas notre réseau informatique, c'est le réseau informatique de l'État. Donc ça a pu continuer à fonctionner, et heureusement, parce que ça aurait en plus limité les gens, éventuellement, récupération d'un passeport, voyage à l'étranger, donc ça. Et on a ressorti les fax. Il y avait quand même encore des gens qui voyageaient pour le travail, on avait des demandes, et ils n'auraient pas apprécié, je pense. Et donc, je disais, on a ressorti les fax. Mais vraiment, on a eu 300 courriers par jour. 100 fax par jour. Les autres collectivités qui avaient encore des fax. Ouais, c'est ça. Je ne veux pas balancer, mais la préfecture avait aussi des fax. Il faut les appeler pour les rallumer. Enfin, voilà, il y a des choses, il y a des petits sujets sur lesquels il nous arrive d'interagir avec d'autres structures et pour lesquels on venait d'ailleurs, dans certains cas, assez récemment d'obtenir que ça ne soit plus par fax, mais par mail. Et là, voilà, on a remis les rouleaux et on a dit, OK, c'est reparti, on y va. Et on a une question sur les... Est-ce que, maintenant que l'attaque est passée, mais c'est toujours en cours de reprise, etc., oui. Est-ce que vous avez, on va dire, musclé un peu le parc logiciel sur la partie sécurité? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été ajoutées ou est-ce que c'est resté comme... Non, on est en train en fait de reconstruire complètement un système dont j'ai une très belle diapo, mais vous ne la verrez pas. En fait, la première cible à quelques jours était de reconstruire le socle de base du système d'information, ensuite d'ajouter les couches sécurité, premier réseau de sécurisation par-dessus et ouverture du système d'information vers l'extérieur. Et ça, on était sur une target 4 à 6 mois pour faire ça. Okay. Et en fait, sur une target 12-24 mois, on va être sur la reconstruction complète d'une architecture beaucoup plus solide. D'accord. Encore une fois, c'est intervenu l'attaque juste au moment où nous, on se disait qu'il va falloir basculer sur quelque chose de plus solide. Il se retrouve qu'on le refait from scratch. Ouais. Et on a 50 personnes au service informatique qui bossent quotidiennement. Vous avez déjà des budgets prévus pour ça? Oui, mais je crois qu'on a un peu accéléré le dispositif. Voilà. Il paraît qu'il y avait un besoin, non? Et sur l'équipe, c'était une équipe informatique ou de sécurité? Enfin, est-ce qu'il y avait des personnes qui faisaient de la sécurité ou c'était qu'une équipe purement IT? Alors, avant, on avait déjà une équipe. On avait une équipe maintenance, informatique, suivi, etc. Ouais. On avait déjà des gens qui faisaient de la sécurité. Là, on a renforcé aussi on a aussi renforcé ce volet-là. Est-ce qu'il y a des questions intelligentes en ligne? Parce que dans la salle, ils ne sont pas très intelligents. Là, tu avais une question. Vas-y. Je ne sais pas si c'est intelligent. Du coup, tu as l'impression. C'est moi qui ai dit. C'est pas Totalement. En dehors des personnes qui font partie du coup, de notre service informatique, pour les employés de notre commune, après, qu'est-ce qui a été fait en termes de... Est-ce que ça a été fait en termes de sensibilisation, de compréhension de ce qui s'était passé, de s'il y avait eu des erreurs qui avaient été faites, c'est là par des personnes, par du personnel de compréhension de ce qu'il y aurait à améliorer? En fait, il est assez probable, des analyses initiales qui ont été faites, qu'ils ont très probablement récupéré un mot de passe qui avait été envoyé dans un mail sans aucune forme de sécurisation quelconque. Ou éventuellement en envoyant un mail de phishing sur lequel quelqu'un a cliqué depuis son poste de travail. La sécurité. C'est l'éternelle difficulté et je suis la première à râler en fait entre le besoin de l'usager et la réalité de la sécurité informatique.
C'est que je passe mon temps à râler parce que je ne suis pas administratrice de mon poste et que je ne peux pas rajouter les logiciels dont j'ai besoin et c'est chiant. Et pour autant, je sais très bien que si on commence à faire ça, c'est open bar. Donc, il y a eu information, formation complémentaire, les consignes de sécurité sont évidemment repassées. Alors là, il se trouve que de toute façon, actuellement, vous avez accès soit au serveur, soit à Internet, mais pas les deux. Donc, en ce moment, on est en très grande sécurité. On ne peut rien faire, pas grand-chose, mais on est très, très en sécurité. Donc voilà, je pense que quand le système global aura été reconstruit, il y aura effectivement aussi une dimension d'accompagnement des équipes qui va être très forte. Après, la faille, elle est... Enfin, il y a quelques années, j'étais dans une école qui s'appelle le GE. Et j'ai retenu dans un cours, quelque part, que la faille, la plupart du temps, était humaine. Et c'est très probablement ce qui s'est passé. Donc là, on va reconstruire une architecture dont j'imagine qu'elle sera plus solide jusqu'à la prochaine attaque. C'est extrêmement difficile de verrouiller ça. Encore une fois, quand vous avez 4000 personnes qui se connectent à leur poste informatique tous les jours, dans des contextes différents en plus. On a beaucoup de postes qui sont à l'extérieur. En mairie centrale, on n'a que, je ne sais plus, je vais dire une bêtise, 1500 agents sur site. En fait, tous les autres sont dans des directions externalisées. Les parcs et jardins sont chez eux. Mes directrices de crèche sont dans leur crèche. Mes animateurs sont dans les écoles et dans les centres de loisirs. Et on avait déjà des soucis informatiques avec des réseaux qui n'étaient pas toujours extrêmement efficaces. Là, c'est bien. Ça a clos le débat en même temps parce qu'ils sont tous repassés au papier, au crayon et à la gomme. Et sur le facteur humain, justement, on a une question de Cyril qui est intervenu à l'EGE au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises, sur l'intelligence émotionnelle et la prise en compte du facteur humain, justement, dans les sujets liés à la cybersécurité, et qui nous demande quels ont été les impacts, justement, sur le facteur humain, et comment a été gérée la crise. Est-ce qu'il y avait des astreintes, un accompagnement psychologique? Est-ce qu'au niveau de l'humain pur, comment ça a été suivi? Alors, chaque direction a vraiment beaucoup accompagné les équipes parce qu'effectivement, pour certains et certaines, c'était particulièrement difficile parce que ça les sollicitait beaucoup, parce que certains de nos agents sont en contact direct avec les usagers. Et c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. Les usagers ont su manifester parfois vigoureusement leur mécontentement. Donc voilà, on a des agents qui ont été parfois mis en difficulté parce qu'ils sont là, ils font leur boulot du mieux qu'ils peuvent avec beaucoup de sincérité, beaucoup de cœur. Et quand on vient vous dire, mais attendez, vous ne servez à rien, c'est nul, c'est inefficace, ça fait 2 heures que j'attends, c'est délicat. Donc voilà, il y a eu un gros boulot d'accompagnement qui a été fait vraiment par chacune des directions avec les spécificités en plus de chaque métier parce qu'il y a des centaines de métiers différents dans une collectivité locale. Et du coup, quelles seraient tes recommandations à des collectivités publiques sur la prévention, justement, sur des attaques similaires? Parce qu'on a vu qu'au final, les mairies ont été très touchées, enfin, les collectivités au global ont été très touchées. Il y a une vague sur les hôpitaux aussi. Ouais. Et puis après, je pense que dans l'actualité, il se passe rarement un jour sans qu'il y ait soit une fuite de données, soit un nouveau crypto-locker qui soit déployé dans une entreprise, dans une structure publique, etc. Donc, pour l'avoir vécu du coup de l'intérieur et le vivre toujours, parce que c'est pas fini, même si c'est beaucoup mieux. Moi, j'ai pas rallumé mon ordinateur depuis 6 mois. Enfin, mon ordinateur de la mairie. Oui. Et donc, du coup, quels seraient, je ne sais pas si peut-être on peut les schématiser en 3 points, enfin, je ne sais pas quelles seraient tes recommandations sur peut-être l'avant, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place vraiment absolument avant, peut-être sur le pendant, sur des conseils, par exemple, pour parler de l'humain, sur la gestion des personnes aussi, parce que ce qu'on dit beaucoup dans une période de crise, c'est qu'une crise, on sait quand elle commence, on ne sait pas vraiment quand elle finit. Et du coup, la gestion du facteur humain est extrêmement importante parce que les personnes veulent rester, sont de bonne volonté et tout le monde se donne à fond les premiers jours, les premières semaines. Et puis après, au bout d'un moment, les personnes sont fatiguées, etc. Donc, il y a aussi cette notion de rester efficace sur toute la ligne, quoi. Alors, mon premier conseil, ça serait acheter des cahiers quand même. Et garder du rouleau pour le fax. Et garder du rouleau pour le fax. Non, c'est évidemment beaucoup plus de formation et de sensibilisation à la question de la cybersécurité. Je pense que pour pas mal d'agents,
c'était un sujet DSIN. Enfin, voilà, ils ne se sentaient pas concernés directement. Je pense que la compréhension des fondamentaux de comment fonctionne Internet, de comment fonctionnent les messageries, mail, la distinction d'ailleurs entre les deux accessoirement, ce genre de choses-là, enfin, pour moi, ça devrait être du common knowledge aujourd'hui, et je sais qu'à l'école, ils ne l'apprennent pas. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dépend professionnellement de ces systèmes d'information. Finalement, en comprenant pas comment ça marche, et donc en augmentant considérablement la fragilité du système, puisque comme vous savez pas comment ça marche, vous voyez pas où sont les possibles failles, et vous voyez pas les énormités que vous pouvez parfois commettre. Donc voilà, pour moi, il y aurait une partie éducative entre guillemets forte sur comment ça marche et du coup comment ça peut être attaqué. Premier point. Je ne blague pas sur le papier et le crayon. Moi, j'ai toujours considéré que voilà, on ne savait jamais vraiment ce qui pouvait se passer. Et d'ailleurs, je faisais partie des élus qui n'utilisaient pas la boîte mail mairie, mais j'utilisais Gmail, hein, après tout. C'est soit les Américains qui lisent nos mails, soit les Russes. Donc moi, j'ai choisi mon camp. C'est les Américains. Mais au moins, ce sont des structures qui sont solides. Qui sont externes. Et puis après, pour les choses vraiment importantes, j'imprime. Enfin, il y a vraiment des choses centrales ou comment dirais-je, particulièrement sensibles pour lesquelles je n'utilise pas l'outil informatique. En plus, il se trouve que dans ma direction, on traite des sujets sensibles. Enfin, on parle de famille, on parle d'enfants, on parle d'accompagnement, etc. Et il y a des sujets sur lesquels je ne laisse jamais de traces informatiques, en fait. Voilà. Donc, éducation, formation, accompagnement après à la maîtrise et à la compréhension de l'architecture globale au-delà du simple usage du logiciel métier. Et je pense que ce qui est complexe aussi, c'est de faire prendre conscience, ce qui est un peu qu'avant, de ce que tu disais, c'est à des personnes qui ne sont pas du service informatique, en quoi c'est extrêmement important qu'ils soient sensibilisés. Alors, on ne leur demande pas de devenir des experts, mais au moins d'avoir des gestes de base, de savoir reconnaître des faux emails, d'un vrai, enfin des choses basiques. Et il y a d'ailleurs des choses qui sont faites en sens, et tant mieux. Hein. Si on prend le MOOC de l'ANSSI, le cybermalveillance.gouv.fr aussi, qui a sorti un guide pour les collectivités, etc. Et je pense que ça passe aussi par le type d'exercice auquel on se livre ce soir, mais qui est de partager peut-être, parce que je pense que c'est pas assez fait. Oui. Et c'est bénéfique à tous, parce que justement, on voit depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de questions, parce que je pense que peu de personnes le font, et c'est bénéfique à tous de savoir, on apprend un peu en marchant, en fait. On tombe, et puis on se dit, ok, comment je peux faire mieux la prochaine fois, qui arrive aux autres, et je pense que c'est crucial de faire ce genre d'exercice. Et je pense que c'est crucial que justement les collectivités qui pourront en parler, encore une fois, plus facilement qu'une entreprise qui aura d'autres enjeux de confidentialité, on a une dimension pédagogique à faire partager ce genre d'expérience. C'est sûr. De gérer des crises à la vie. Non, pas de gérer des crises. En fait, dans une collectivité, c'est un peu de la gestion de crise en permanence, surtout depuis 2 ans. Non, il y a peut-être eu des choses qu'on a fait différemment, parce qu'on n'avait jamais connu une crise de ce type-là en interne. Après, sur la com de crise, je dis ça, la règle, elle était simple, elle était celle de la transparence. Et je pense que c'est la seule ligne qui soit tenable en la matière. Et puis, l'expérience, j'allais dire, pour certains, a été de recréer une relation à l'usager, des fois des relations de travail entre collègues. On a eu des retours parfois positifs en disant oui, on n'avait pas l'habitude de travailler comme ça, d'aller se voir. Enfin, c'était marrant, les gens s'envoyaient plus de mails parce qu'il n'y avait plus de mails. Donc, il y avait un monde incroyable dans les couloirs. Tout le monde circulait tout le temps, tout le monde se parlait tout le temps. Et sur les dynamiques humaines, il s'est passé des choses. La personne qui posait la question qui travaillait sur les dimensions émotionnelles, ça a été une réalité. Les réunions de couloir se sont multipliées. Il y a des choses qui, du coup, sont allées particulièrement vite en termes de résolution et de solutions trouvées. Et justement, il y a une question qui est, est-ce que des entraînements, comme on fait des entraînements pour l'incendie, est-ce que, par exemple, c'est quelque chose qui
le fait d'avoir cette récurrence et d'avoir un peu des gestes qui deviennent des automatismes, est-ce que peut-être ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant à mettre en place? Peut-être. Ça pourrait être marrant d'envoyer des mails de phishing. Non, on n'a pas le droit. Je pense que si la collectivité commence à envoyer à ses propres agents des mails de phishing pour voir qui clique, je pense que là, pour le coup, on peut avoir des ennuis. Ouais. Oui, il y a une question. Ah oui. C'est quoi la différence? Justement, je réfléchis en posant la question. En fait, je ne sais pas si on peut le faire. Le privé le fait vraiment. Il faut des fausses campagnes. Si on arrive à détecter que c'est un mail de phishing, on le resignale justement pour voir si on a bien été sensibilisé et ça leur permet de faire des retours d'expérience. Ok. Je poserai la question, savoir si on a prévu des dispositifs comme ça, d'entraînement, entre guillemets, de cet ordre-là. Commencer par les chefs et les élus, parce que c'est eux qui sont le moins. C'est eux qui vont être salués souvent sensibles. Absolument. Non, parce que les directeurs de service, je veux dire plus encore, parce que nous, on a nos mails à la rigueur, mais c'est clairement dans les services que sont les données les plus sensibles. Et est-ce que tu penses que aujourd'hui, le sujet cyber, si on parle d'un point de vue purement politique-collectivité, est quelque chose qui a vocation à être pris en compte de plus en plus dans les différents programmes, etc. Est-ce que c'est un sujet qui devient, au-delà de l'actualité, prise au sérieux suffisamment et à tel point qu'il transparaît dans les programmes des différents candidats pour tout type d'élection, que ce soit présidentielle, régionale ou sur la mairie? Est-ce que c'est un sujet ou pas encore assez? Pas encore assez. Okay. Clairement pas. Encore une fois, pour être passé par cette école et avoir eu un petit aperçu du potentiel, de ce que peut faire quelqu'un d'un peu énervé avec un ordinateur, c'est clairement un sujet qui n'est pas suffisamment adressé. Mais encore une fois, c'est la question de l'éducation des populations cibles, en l'occurrence, élus, candidats, etc., etc. Mais je pense que sur ce sujet-là, on a une belle marge de progression, on va dire. Il y avait une question au fond de la salle. Oui, donc là, c'est une question intelligente. Est-ce qu'il y a une spécificité à vos publics? Parce qu'effectivement, ce qui peut se pratiquer dans une entreprise, une ESN comme celle de Jérôme, par exemple, avec des directrices de crèche, tu vas avoir d'autres types d'exercices à mener. Et notamment, est-ce que le fait qu'il y ait une utilisation, j'imagine, plus forte du mobile chez certains agents, ça vous modifie vos pratiques? Alors, Je vais juste répéter la question parce que tu as un peu l'envie. C'est juste savoir s'il y a des spécificités par rapport aux différents publics. Mais je te laisse. Alors, on a assez peu d'usage mobile aujourd'hui parce que justement, on est en train de basculer sur un modèle beaucoup plus souple. Mais aujourd'hui, on est encore très ordinateur fixe, branché à un câble. Si je prends les crèches et les écoles, par exemple, ils sont d'autant plus fixes et branchés à des câbles qu'on n'a pas mis de borne Wi-Fi à la demande des parents. Quand bien même, d'ailleurs, le bâtiment capte les 8 bornes Wi-Fi environnantes. Mais pour autant, la demande était là et pour l'instant, la suite a été donnée comme ça. Mais bien sûr, il y a une spécificité de nos publics qui sont des fonctionnaires territoriaux, qui sont des gens qui ont une culture du service public et pas une culture effectivement de la cybersécurité. Enfin voilà, ce ne sont pas les mêmes mondes. Et je pense que l'entreprise privée a plus vite et plus tôt assimilé cette dimension, cette menace, et a commencé à l'adresser. Les collectivités, jusqu'aux récentes attaques, en fait, assez peu. Donc, il va falloir, c'est tout le boulot de sensibilisation qui va accompagner la remise en place effectivement du système d'information. Et je fais une petite clarification parce que je regarde en même temps les messages qui passent sur le chat, sur l'utilisation des emails, etc. Ce qui était évoqué, c'est que la plateforme doit être adaptée par rapport aux besoins et au type d'informations qui passent. Et donc, comme Caroline le disait, les messages importants sont imprimés, etc. Donc, il n'y a pas de messages sensibles qui passeraient sur des messageries externes et ce genre de choses. Ça peut arriver, mais c'est pas. En tout cas, moi, je le fais pas. Oui. Mais voilà, l'idée, c'est de développer justement une culture, mais qui n'existe pas aujourd'hui du tout dans les collectivités ou très peu, qui existe dans le service informatique. Mais encore une fois, moi, je leur tire mon chapeau et je les remercie. En plus, je sais qu'ils passent leur temps à être regardés justement comme des empêcheurs de tourner en rond.
parce que ça ne va jamais assez vite, parce qu'on ne peut pas être administrateur de son poste, parce qu'il faut les appeler dès qu'on veut mettre à jour Adobe, enfin voilà. Et est-ce que ça a eu un impact sur Oui, on a Adobe. Enfin, on l'avait. Est-ce que ça a eu un impact sur les administrés, sur leur perception du service public rendu sur la commune? Quel a été l'impact sur les administrés? Il y a eu un impact. Certains d'entre eux se sont rendus compte à quel point, en fait, eux dépendaient de leur relation numérique à la collectivité dans leur fonctionnement. Ils savaient pas, il y avait des gens qui nous disaient j'avais même oublié le numéro de téléphone de la ville, en fait. Ils ont retrouvé le numéro de téléphone. Et puis après, ça a été de prendre la mesure. Et encore une fois, aujourd'hui, les gens sont étonnés que 6 mois après, on soit encore dedans. Et quand on doit refuser un truc ou expliquer pourquoi ça traîne, et qu'on dit c'est la cyberattaque, ils disent encore oui, puis en fait, on n'est pas sorti, quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et ça se fait clairement, mais entre pas du jour au lendemain et être encore dedans 6 mois après, puis pour certains logiciels métiers qui ne sont pas remis en marche, complètement dedans. C'est ce que j'allais dire aussi, vous devez avoir pas mal du coup d'interconnexion avec d'autres services ou logiciels au final, parce que vous utilisez plusieurs bases de données différentes, etc. Donc il y a aussi toute la complexité, parce que je veux dire, vous n'êtes pas forcément maître totalement, parce qu'on ne l'est jamais sur l'intégralité du système d'information, parce qu'on est aussi dépendant de bases externes, etc. Tout comme par exemple la préfecture était dépendante de vous pour les données liées à la commune. En fait, c'est toujours des impacts par ricochet qu'il y a au fur et à mesure. J'ai dit on a 200 logiciels métiers et aujourd'hui on en a la moitié seulement qui sont revenus. Et si je prends l'exemple du logiciel qui nous sert nous sur l'éducation en France, qui est un truc qui s'appelle Technocar, en plus on est sur des logiciels qui pour certains sont anciens, sont lourds et qui continuent à être fonctionnés avec des mises à jour parfois un peu fastidieuses. Et alors là, quand il a fallu les réinjecter dans un système en reconstruction, enfin voilà, tu as vraiment l'impression par moment d'avoir d'un côté de l'industrie de pointe et des choses ultra technologiques, etc. Puis un espèce de gros machin un peu rouillé à côté, tu vois. Tu fais, OK, maintenant vous allez connecter les deux et ça va marcher. Ou pas. Pour l'instant, ça fonctionne. Nous, notre système a à peu près redémarré. Et on arrive... On gère dans les écoles, on a 10 000 enfants dans les écoles publiques, on en a à peu près 8 000 qui mangent à la cantine, on en a à peu près 3 000 qui vont dans les centres de loisirs. Donc voilà une idée des masses d'enfants qu'on a pointés au crayon et au papier quand même. Et justement, il y a une question qui est relative aux mesures qui auraient pu être appliquées ou pas, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'on est dans une crise, donc souvent on est dans la réaction et on essaye de faire au mieux. Sur la sécurité de tout ce qui a été fait sur le papier. Est-ce qu'il y avait entre guillemets des feuilles volantes un peu partout? Est-ce qu'il y a des consignes qui ont été données spécifiques sur certains papiers sont classifiés? Est-ce qu'il y a une classification des données? Oui, parce que par nature, ce qui a été fait sur papier doit être aujourd'hui réintégré dans les logiciels qui ont pu redémarrer. Par exemple, si je prends l'exemple de l'état civil, et donc les papiers sur lesquels les choses ont été notées de manière manuscrite ont un statut bien à eux, bien spécifique, et avec d'ailleurs un petit clin d'œil qui est que, bien évidemment, comme on est sur de la saisie manuscrite, il y a eu des erreurs, et notamment sur les états civils, et qu'il y a eu un accord avec le procureur que la ville, sur les documents qui provenaient d'elle et dont elle connaissait l'origine et l'origine de l'erreur, puisse faire elle-même les modifications, de manière à ne pas faire un espèce d'effet rebond sur l'administré. Vous avez fait votre déclaration au moment de la cyberattaque et donc vous allez être obligé de passer devant le juge pour faire réparer, parce que quand il y a sur l'état civil, il faut passer devant le juge à un moment donné quand il y a une contestation. Donc là, le procureur a donné un feu vert à un moment donné pour dire « Ok, si c'est vos erreurs et que vous savez ce qui a été fait, vous pouvez corriger en direct, ça sera plus simple. » Et on nous demande, alors ça c'est une question à laquelle je n'ai pas du tout de réponse parce que je connais beaucoup moins bien les collectivités, mais est-ce qu'il y avait un officier, un DPO, un officier qui était délégué à la protection des données ou... Je ne sais pas répondre. Okay. Il y avait
on a forcément quelqu'un qui était en responsabilité, enfin au titre RGPD, Oui, forcément quelqu'un. Mais je pense que c'est vrai que pour les de collectivités, toute façon, on a, comment dirais-je, on a tout rentré, on a tout ressaisi après informatiquement, tout a été réinjecté dans les systèmes classiques. Et donc toutes les sources papier ont été détruites après. Et alors, toujours pareil, je suis un peu ce qui est posé en ligne. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas aussi. Hein. Il y en a, parce qu'il y a beaucoup de monde, on est 90 en ligne, donc il y a un flux de questions relativement important, mais s'il y en a dans la salle, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a un point de clarification aussi à faire sur le fait de est-ce que c'était ciblé, est-ce que c'était pas ciblé, etc. Et de reposer un peu de contexte. Et c'est très bien, parce que c'est tout le but de toutes les conférences, etc., qu'on organise, qui est sur la compréhension de l'écosystème dans lequel on évolue. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques qui sont faites parce qu'en fait, on est tombé dans une vague où on avait un serveur qui était mal patché, où on avait n'importe quoi, mais ce n'était pas forcément ciblé. Et sur des infrastructures aussi conséquentes, parce que là, on ne parle pas d'une mairie avec 4 postes, il y a forcément, à un moment ou un autre, la possibilité d'avoir une potentielle ouverture vers l'extérieur et une faille. Ça, c'est le boulot quotidien. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, pareil, font de la sécurité tous les jours. Sinon, ils ne le feraient qu'une fois. Et puis après, il y a le facteur humain, qui est qu'on a beau être bardé de toutes les façons possibles et imaginables. Si on prend, je fais un parallèle un peu décorrélé, qui est sur une entreprise, mais in fine, c'est la même chose. Je ne sais pas si certains ont vu ce qui s'est passé, par exemple, chez Twitter il y a quelques mois de ça, où tous les comptes de Bill Gates, Mark Zuckerberg, etc., ont tweeté tous en leur nom un message demandant d'envoyer des crypto-monnaies sur une adresse et qu'ils recevraient le double. Enfin, c'était quelque chose comme ça. Ça s'est fait justement par le facteur humain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été un employé qui a été soudoyé, qui a donné l'accès au panneau d'administration et les attaquants qui ont pu le faire. Donc, c'est pas forcément ciblé, et le fait de se faire attaquer n'est pas de mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais n'est pas forcément signe d'une mauvaise gestion de la sécurité. Je crois qu'effectivement, on est tombé dans une vague où, je ne sais plus combien, mais au moins une dizaine de collectivités, pour celles qui l'ont dit en plus, ont été ciblées. Après, il y a des choses, j'allais dire, de la connaissance un peu basique. Typiquement, on est sous Windows, on utilise Microsoft, enfin, on utilise des architectures dont tout le monde sait qu'elles ont des failles. Forcément, je suis hacker, je vais plutôt attaquer une structure comme ça, donc je me dis qu'elle va être vulnérable, probablement plus que Atos, parce que j'ose imaginer qu'ils sont un peu sécurisés. Ce qui n'empêche que les plus grands, dont un grand de la défense au hasard, hein, qui il y a quelques mois de ça a eu un ransomware, je crois, et qui pourtant est prestataire de services pour nos OIV, pour tous les opérateurs, enfin pour des opérateurs d'importance vitale, etc. Donc techniquement, personne n'est à l'abri, et je serais curieux de rencontrer quelqu'un un jour, un RSSI ou autre, qui me dit qu'il est parfaitement sécurisé, parce que jusqu'à la prochaine attaque. Parce que je pense que ça serait une grande première. C'est ça. Et est-ce qu'on a une idée d'à peu près du coût, alors pas de la rançon, mais de combien ça a coûté, toutes les personnes qui sont venues pour relancer, etc. On pourra le chiffrer, on ne l'a pas encore fait au stade où on en est. On le fera après. C'est bien parce que ça va venir en plus des chiffrages complémentaires sur le coût de la crise Covid. Oui. Voilà. Mais bien sûr que ça a eu un coût. Oui, sur les pertes opérationnelles. Alors, on ne réfléchit pas pareil qu'une entreprise, puisqu'il n'y a pas cette notion de rentabilité, mais c'est du temps passé. C'est de l'argent public, donc on fait attention. Oui, voilà. C'est des heures supplémentaires de travail pour des agents, c'est des agents effectivement recrutés, des gens qu'on a recrutés en plus pour faire certaines missions, parce que tout était plus compliqué, plus lent. Donc, ça permet aussi d'ailleurs, pour en avoir parlé avec quelques agents, de mesurer à quel point l'outil informatique a accéléré la capacité de travail de manière exponentielle. Et comme d'un seul coup, vous ne l'avez plus, vous êtes confronté à une réalité qui est tout autre. Ça, c'est sûr. Oui, non, mais on l'oublie, en fait, jusqu'au moment où l'outil disparaît. Et là,
chercher dans un bottin de 1000 pages et faire contrôler sur le PC et taper les 3 premières lettres, c'est... C'est pas la même chose. Typiquement, quand ils devaient manipuler les registres d'état civil, parfois ils en sortaient 3 ou 4. Donc, c'est des registres qui pèsent 10 kilos, là. Ils en sortaient 3 ou 4 avant de trouver le bon parce que le classement avait été un peu... Voilà, exactement. Ils hésitaient, ils ne savaient plus, etc. Après, il fallait soulever le machin pour aller le mettre sur la photocopieuse, sortir la photocopie du truc pour la donner à l'usager. Là où, effectivement, avant... Oui. Ça cliquait, ça sortait, ça partait. Et comme tu disais aussi, il y a sur les plus jeunes, entre guillemets, qui n'ont peut-être jamais été formés, en fait, qui savaient même pas. Qui ne savaient pas, qui n'avaient jamais travaillé avec un autre modèle, en fait. Qui a été une découverte totale de comment ça marche, à quoi ça ressemble. C'est ça. Ouais. Comment la question Ouais. Comme vous avez dit, finalement, ils n'ont pas exfiltré de données et manifestement, leur rançon n'a pas été payée. Non. Donc, ces gars-là, c'était des branques ou alors ils avaient un autre objectif avec cette attaque en fait, le principe de leur ransomware était de dire on vous déverrouille votre système, vous pouvez réaccéder à vos données et à votre système informatique si vous payez. C'était pas tellement contre de la donnée, en fait, c'était juste l'accès. C'est le mec qui s'est installé dans la baraque qui a dit je vous rends, si vous payez, je vous rends les clés, sinon il va falloir reconstruire la maison. C'est dans une logique de les voler, de les publier. Après, c'est vrai que ça dépend aussi des attaquants qui ont plusieurs techniques différentes. Mais là, en l'occurrence, ils ont juste littéralement dit on bloque la maison. Et en fait, on avait tous les éléments pour la reconstruire, mais comme on n'a pas payé, on est de facto obligé de reconstruire intégralement depuis le. Après, je pense que c'était un peu lié à cette question, mais ça rejoint la question du fait de savoir si la collectivité était vraiment une cible. C'est si, comme vous dites, les collectivités ne paient jamais, quel est l'intérêt, s'il n'y a pas d'exfiltration de données supplémentaires, quel est l'intérêt pour un attaquant d'attaquer par rançon officielle qui n'exfiltre rien, donc pas payer d'argent sur ça, et qu'en plus de ça, la rançon sera pas payée. Parce qu'il bloque l'accès au système. Alors, c'est juste le plaisir de. Bah non, mais les gens qui ne connaissaient pas le système et qui pensaient que la mairie pouvait payer avec les moyens, c'est ça l'étranger. C'est ça. Vu de l'extérieur, c'est juste un gros système informatique avec 4000 machines. Le mec se dit, pourquoi pas, enfin, il y a peut-être un truc à jouer. Je pense que ça ne leur coûte pas un effort colossal de lancer Et il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure, sur les mairies ou sur des systèmes plus dans le public, on le voit beaucoup sur les hôpitaux, il y a aussi une certaine obsolescence technologique de certains équipements, etc., et où on a moins cette culture de la sécurité, de chercher à corriger les failles, etc., même s'il y a des services informatiques, même si ça se développe de plus en plus. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup moins développé que dans une banque, par exemple, qui fait ça de façon un peu plus poussée. Et donc, il y a beaucoup de choses, notamment sur les hôpitaux. Il y a un sujet, c'est pas nouveau, mais c'est les imprimantes. Il y a des imprimantes qui traînent partout dans les couloirs des hôpitaux. Techniquement, tu peux brancher ce que tu veux dessus. Tu as des points d'accès. Vas-y, avant que tes questions repartent. La question est revenue. C'est une question plus en gestion de crise. Comment vous avez pu allier la crise informatique et la crise du Covid, c'est-à-dire, du coup, est-ce qu'il y avait plus de personnes sur place dans les bâtiments, tout le monde touchait à la photocopieuse? Ça a été la fête des injonctions contradictoires. Parce que, typiquement, même sur l'accueil humain, qu'on avait limité, et on limitait pour nos agents le contact avec l'usager, là, il fallait prendre le temps de parler avec eux, parce que sinon, on a des petits écrans tactiles, et les gens choisissent quel type de service ils sollicitent, et ils s'auto-orientent, entre guillemets. Donc, en tout cas, sur la première phase d'écrémage. Tandis que là, il fallait que l'agent prenne le temps d'aller voir la personne en disant vous voulez quoi, vous avez besoin de quoi. Donc, c'était un temps d'échange considérablement rallongé. Donc oui, ça a été des agents en plus et il a fallu effectivement concilier ça, même si c'était plutôt inconciliable sur le papier, avec la crise, avec le Covid. Donc masque, gel hydroalcoolique, plexiglas. C'était incroyable. Et en plus, il ne faut pas perdre de vue qu'on était aussi dans la préparation, très en amont, mais quand même des élections qui arrivent là. Donc, il y avait toutes les régionales et départementales. On vote les 20 et 27 juin, je le redis, à la cantonade. Allez voter. Allez exercer votre droit de vote. Mais du coup, préparation des élections,
tri des enveloppes, mise dans les caisses par bureau de vote, etc. C'est pareil, tout ce boulot-là, et qui normalement est supervisé aussi informatiquement. Après, on a eu aussi l'expérience de la deuxième tour du municipal en janvier. Enfin, ça aide par rapport. non, mais là, au moment de la cyberattaque, nous, on était dans la préparation des élections. Donc, c'est plutôt la dimension, le conflit aussi, enfin, dans les choses, entre guillemets, que les usagers ne voient pas, parce que ce n'est pas un service au moment, enfin, qui existait au moment où la crise s'est déroulée, mais ça fait partie des choses qui ont été impactées, ou en tout cas qu'il a fallu gérer avec tout le reste. Des choses qui sont sous la surface de l'eau pour l'usager, mais qui sont concrètes pour les agents. Et... Non, vas-y. Est-ce qu'il y a des activités que vous n'avez vraiment pas pu continuer ou reprendre, je ne sais pas, des quartiers? Les mairies de quartier ont été fermées pendant quelques jours quand même. Des activités... Non, on n'a rien arrêté, mais parce qu'on ne peut pas, enfin, puis on n'a pas le droit en fait. Donc, on a continué de faire tourner les cantines parce que c'est une entité séparée, donc la cuisine centrale, elle a continué de fonctionner. Mais si le système informatique avait été impacté, ça aurait pu être compliqué aussi. Bon, nous, on n'a pas eu de problème de cet ordre-là. Dans les choses, dans les services, ça a vraiment été toute la partie budgétaire et toute la partie plan local d'urbanisme, encore une fois, permis de construire, parce que c'est des trucs très concrets. Et ça, si c'était bloqué, le retard n'a pas encore été complètement absorbé, en fait. Et peut-être qu'on peut conclure sur une dernière question en ligne, et puis s'il y en a de on pourra en discuter juste après, que je trouve intéressante, qui est est-ce que vous pensiez au niveau de la collectivité un jour être victime d'une cyberattaque? Ou est-ce que c'était quelque chose qui est un sujet qui était beaucoup trop éloigné? Non, on y pensait puisque justement on était en train de mettre en place quelque chose. Oui. Ça avait été depuis plusieurs mois évoqué en disant les attaques se multiplient, on est une grosse collectivité, il faut mettre en place un dispositif. Voilà. C'était une bonne idée. On a bien fait de se le dire. Bon, génial. Je propose de clôturer. On est pile dans les temps, il est 20h, c'est super. Puis s'il y a des questions dans ça, on pourra les prendre juste après. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. C'était très intéressant et parce que je le répète, mais parce que j'espère que ça encouragera d'autres. Alors malheureusement, si d'autres sont victimes, c'est pas très cool. Je le souhaite. Voilà, je le souhaite à personne, mais en tout cas, si ça arrive, je pense que c'est un exercice qui est intéressant aussi de remettre en perspective toute la vue. Il y a encore que tu es encore dedans, donc ça serait intéressant de voir a posteriori. On parlait tout à l'heure des coûts sur combien de personnes ça a pris pour remonter le système, etc. Donc j'espère que ça encouragera d'autres à être plus transparents là-dessus et montrer comment ça s'est passé pour que d'autres puissent apprendre. Donc c'était hyper intéressant. En tout cas, on a de bons retours en ligne aussi. Merci. Et en tout cas, on est très content d'avoir l'ANSSI. Oui, et l'ANSSI qui fait un super boulot, c'est vrai. Et puis, c'était très intéressant au titre de la conférence. Je suis très content parce qu'en tant qu'ancienne de l'EGE aussi, c'est le but de la EGE, donc le club cyber qui organise ces conférences, donc qui est le club cyber de l'association des anciens de l'école des guerres économiques, mais qui a vocation à faire des événements ouverts à tous, parce qu'on est là pour faire du partage de connaissances. Et je pense que c'est des choses cruciales que de le partager avec tout le monde et de ne pas se le limiter à un groupe restreint. Donc, je vous remercie à tous d'être venus, à tous ceux qui étaient en ligne aussi. On était une petite centaine, donc là on est en mode Covid, mais sinon on aurait dû pousser un petit peu les murs. Mais voilà, et j'encourage du coup toutes les personnes aussi. Alors je sais qu'il y en a certains qui sont à distance, qui n'ont pas forcément la possibilité de venir, mais à ceux qui sont sur Paris, de venir à la rencontre des intervenants, etc. Et de toute façon, à partir de la rentrée, donc pas la prochaine conférence, quoique, mais surtout à partir de la rentrée, il y a des conférences qui ne seront plus qu'en présentiel, pour faciliter et favoriser justement ces échanges a posteriori qui sont tout aussi intéressants. Donc merci, je vous propose de l'applaudir pour sa venue et pour son passage.